Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci encore d'être aujourd'hui à la 4e émission de Culture Pop et Justice Sociale. C'est une émission qu'on fait à peu près tous les 2-3 mois. Et l'idée, c'est d'aborder les productions artistiques et les productions un peu de masse populaires sous l'angle de leur processus de réalisation et puis leur signification un peu dans la culture de masse populaire, dans les grilles de lecture et comment elles influencent ou pas, et qu'est-ce qu'elles ont comme contenu politique ou pas, et dans l'air du temps et au-delà. Alors, ce soir, on parle de street art, d'art de rue, ou je ne sais pas s'il y a d'autres appellations, mais on pourra en discuter, y compris. Et donc, je vais vous laisser vous présenter. Et l'idée, c'est de peut-être découvrir un peu je pense que les personnes qui vont regarder cette émission, qui s'intéressent au sujet, connaissent déjà un petit peu, mais il y en a beaucoup, je pense, qui ne connaissent pas les dessous, en fait, du street art, de comment on devient street artiste, quels sont les parcours, et puis quelle est je ne parlerai peut-être pas d'industrie, mais vous me direz d'ailleurs s'il y a une industrie aujourd'hui, un marché du street art, et comment tout ça se passe. Voilà, l'idée c'est un peu de découvrir ça et écouter vos expériences, et avec le fait qu'on est ici aussi dans le 18e arrondissement, la circonscription c'est à cheval entre 18e et 19e, et il y a beaucoup d'art dans les rues, de murs qui sont régulièrement peints, repeints, et donc voir aussi les arts qu'il y a aujourd'hui dans le 18e, 19e et au-delà dans Paris. Échanger un peu là-dessus avec vous. Alors, à vous l'honneur. Oui, alors je suis Cécile, je suis avocat. Je suis plutôt spécialisée en droit commercial, propriété intellectuelle, mais je suis passionnée par le street art depuis des années. Street art, graffiti en fait, toute la culture hip-hop. Donc il y a la peinture, mais il y a aussi la danse et le rap. Et je tiens un blog sur le graffiti. Voilà, le côté, ce qui m'intéressait, c'est que c'est un art, mais qu'en même temps c'est un délit. Donc ça pose des questions politiques assez intéressantes. Le blog, il s'appelle Alice au pays des conseils. Ok. Donc moi je m'appelle Combo, je suis un street artiste. Je fais ça depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé par le graffiti et j'ai fait vraiment ce qu'on appelle maintenant du street art depuis que je suis à Paris, où je me suis installé en 2010, à peu près pas loin d'ici, à la Goutte d'Or. Donc je fais des choses qui sont assez engagées dans la manière, ou en tout cas dans le discours. Et après moi j'ai plus tendance à dire que c'est un peu de la peinture historique plutôt que de l'art politisé. Bon, après on peut en revenir dessus si vous voulez qu'on en discute. Bonsoir, du coup moi je suis Julie Maranger, cofondatrice de Feminist of Paris et encore étudiante à Sciences Po. Et du coup nous on a fait une visite qui s'appelle Street Art et Féminisme qui se déroule à la Butte aux Cailles tous les week-ends. Et du coup on va en parler un petit peu plus en profondeur après. Et moi je suis Fred Vedel et je suis au Secours Populaire Français depuis 12 ans. Et j'ai monté des événements et je monte encore des événements autour du street art, de la vente aux enchères à des performances dans le cadre du Secours Populaire. Alors, première question, on va peut-être commencer par toi, Combo, et puis chacun pourra peut-être donner sa définition. C'est quoi le street art, la différence, y compris avec les autres formes d'art pictural, peinture, graffiti, graphe, voilà. Comment est-ce que toi tu définirais? Je vais donner ma définition parce qu'il y en a plusieurs, et chacun peut se positionne où il veut. Pour moi, le street art ou le graffiti même, c'est la même essence, c'est aller travailler dans la rue, il y a poser un message. Le graffiti en soi, c'est écrire son nom, donc le tag, la signature. Donc le graffiti, c'est la lettre en volume, alors que le street art, on va plus ranger tout ce qui est pochoir, affiches, collage et des choses un peu plus graphiques. Et voilà, moi j'ai fait un peu de tout ça. Et au final, je trouve que je dirais que c'est des choses qui sont engagées ou plutôt engageantes. J'ai tendance à le définir comme ça. Parce que quand on descend dans la rue, j'aime bien donner cette définition, c'est qu'on prend la parole en tant que graffeur ou street artiste, peu importe ce qu'on dit, et quand on prend la parole, on prend le pouvoir. Et j'ai tendance à dire que le street art, c'est un peu un coup d'état à l'échelle d'un muret. J'aime bien cette définition, si vous êtes d'accord. J'allais dire, dans le graffiti, contrairement au street art, il y a pas un peu une notion aussi de prise de territoire. Le marquage de territoire. Ouais, voilà, marquage de territoire par rapport aussi aux origines. Parce que du coup, le street art s'est inspiré du graffiti.
Et de base, le graffiti était vraiment, comme tu dis, écrire le nom, etc. Oui, mais il y a surtout cette revendication qui est de j'existe, j'écris mon nom, j'existe, effectivement j'existe dans cette ville-là, j'existe dans une autre, et après on peut trouver ce côté un peu chien qui pisse sur un muret que tout le monde aime répéter que j'aime pas, on est d'accord, hein. Et, mais bon, ça démontre plutôt une envie de partager, ou en tout cas, même si je dis j'existe à travers un tag qui est un peu moche, je dis quand même j'existe dans la société. Même si c'est réducteur comme propos, ça reste quand même quelqu'un d'engagé. C'est quand même propre la définition du graffiti, notamment au territoire, parce que moi j'ai eu l'expérience dans les événements que j'ai organisés au Secours Populaire où on a fait peindre des murs dans des passages identifiés avec l'autorisation. Il y a aussi le critère de la légalité et l'autorisation de poser une œuvre ou pas. Mais on a posé des œuvres qui étaient revendiquées Secours Populaire, et dans la nuit, des graffeurs, des crews de graffeurs venaient, qu'on appelle toyer les œuvres en question, en juste repassant l'œuvre intégrale avec les 3 lettres du collectif en question. Et donc c'était lié, pour le coup, pas du tout au message, parce que le message de l'œuvre en question était plutôt sympa et engagé, mais derrière, il y avait juste une question du territoire. Ils sont venus repasser juste pour montrer qu'en effet, ils existent. Ils voulaient exister sur ce territoire donné. Voilà. Après... Oui, justement, j'allais te poser la question. En fait, par rapport au graffiti, il n'y a pas une notion de légalité qui existe pour le street art, qui n'existe pas vis-à-vis du graffiti. En fait, justement, le street art et le graffiti, ils ont bien un point commun, c'est qu'ils sont illégaux tous les deux. Finalement, le street art, maintenant, il y a une tolérance parce qu'on a l'impression que la démarche, soit justement la démarche politique est acceptée, où il y a une forme esthétique convenue. Mais dans tous les cas, le street art, c'est pas une notion juridique du tout. C'est sanctionné par le code pénal. Alors, on a un grand principe sur la dégradation de biens, où là, on peut aller jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement quand même, donc c'est pas trop pour rigoler. Et après, au début des années 90, le délit graffiti a été créé. Alors, le début des années 90, pour remettre un peu dans le contexte politique, c'est un peu la peur des banlieues. Les jeunes qui arrivent en ville, comme dans Starmania, on veut mettre des caméras de partout. Et le tag fait vraiment très très peur, donc on crée ce délit qui finalement donc, est forcément moins sanctionné qu'une dégradation de biens, parce qu'on ne détruit pas. Mais au départ, ça aurait dû n'être qu'une infraction. Et là, ça devient un délit, donc on est sur une amende qui va jusqu'à 3 750 €, qui n'est pas rien, parce qu'il y a eu pas mal de condamnations. Et après, c'est pas de la prison, mais du tige. Oui, quand même. Donc, est-ce que, justement, on pourrait y revenir sur l'histoire de cette forme d'art? Alors, on pourrait dire ça remonte aux grottes de Lascaux, les premiers street artistes, c'était cela, quoi. Mais on va dire la période contemporaine, où est-ce que cette forme-là émerge et dans quelle région en particulier? Ça va être, l'image un peu peut-être d'Épinal, c'est les États-Unis, New York, etc. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être un peu sur la genèse et l'histoire Oui, l'époque contemporaine. Moi, à mon sens, alors après, il y a toujours plusieurs lectures. Oui, effectivement, la fin des années 60 aux États-Unis, je mettrais ça, les trains, et puis après l'inspiration en Europe, ça a inspiré les artistes européens. Pour moi, il y a 2 particularités peut-être en France. Je pense qu'il y a plus de pochoiristes qu'ailleurs. Et ça serait l'inspiration mai 68. Je pense que la génération d'après a vu beaucoup de messages écrits au pochoir dans les rues de Paris. Et puis Ernest Pignon-Ernest, donc street artiste ou pas, parce qu'il n'était pas que ça, artiste plasticien, il a fait beaucoup d'interventions, mais en tout cas dans les rues, très engagé, membre du Parti communiste, avec des grandes causes. Donc voilà, pour moi c'est un peu les 2 aspects de la naissance du street art en France. Et c'est aussi peut-être lié avec une culture aussi plus large, parce que vous parliez de la culture hip-hop. Hip-hop, ouais. Il y a aussi cet environnement-là, non? A priori, oui. Mais... Non, après, je pense peut-être que toi, tu l'as un peu plus vécu que nous. Vénérable. Quel âge? Non, mais j'ai 34 piges. Ah bon, on a le même âge. Non, mais en vérité, je voulais faire le jeune, c'est pas grave. Et en fait, en vérité, c'est vrai que ça vient dans les bagages du hip-hop.
beaucoup de Français qui partaient à New York à l'époque et qui dansaient, qui chantaient. Ça vient aussi, ça a beaucoup vécu avec le terrain de Stalingrad qui était pas loin d'ici. Beaucoup de jeunes se réunissaient pour chanter, pour danser et pour graffer. C'était vraiment les piliers vraiment de l'époque du graffiti. Et à partir de là, ça s'est diffusé et voilà, ça se mélange avec la culture française, mélange avec plein de choses. On arrive maintenant à ce qu'on a maintenant. Mais c'est vrai que d'un point de vue hip-hop, nous, du coup, pour notre tour Street Art et Féminisme, chaque année, on nous demande de participer au festival hip-hop qui a lieu en juin. Et c'est vrai qu'au début, j'ai été très surprise d'être invitée à ce festival parce que je comprenais pas trop le rapport entre hip-hop et du coup égalité femmes-hommes et street art sur le moment. Justement, comment est-ce que vous êtes venus? Alors peut-être Como déjà, toi, et puis vous, comment vous êtes venus au street art, à vous y intéresser, à en parler, à organiser des choses? Moi, j'avais à l'époque acheté une bombe quand j'avais 16 ans parce que je voulais dégrader la voiture de ma prof de français. C'était vraiment pas sympa. Et finalement, j'ai pas trouvé la prof de français, j'ai pas trouvé sa voiture. Mais par contre, j'avais un groupe d'amis qui on dessinait toujours, on faisait de la caricature. Et on s'est mis comme ça à graffer. Juste à taguer autour de chez nous. Ça nous a pris et moi, ça m'a pas quitté. Et je fais, voilà, ça a démarré comme ça. Il y a un côté revanchard. Face à la langue, le français. C'est ça, voilà. Je fais trop de fautes d'orthographe. Ouais. Et vous, du coup, comment... Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Du coup, nous, en fait, de base, on s'intéressait pas vraiment au street art. C'était vraiment l'égalité entre les genres qui nous intéressait. C'était vraiment de parler de l'égalité, notamment de l'égalité femmes-hommes. Et en fait, il y avait du coup cette street artiste que je pense que vous connaissez, qui s'appelle Mystique. On savait qu'il faisait beaucoup de street art à la butte aux Cailles. Et en fait, en se promenant, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de street art féministes. Mais du coup, ça allait de pochoirs à des chaussures des talons hauts qui sont lancés dans les airs, à des collages, des stickers. Il y avait un peu de tout. Il y avait notamment aussi une œuvre de combo. Et du coup, on s'est dit qu'en fait, ce serait très intéressant d'utiliser ce street art comme une porte d'entrée pour parler de l'égalité femmes-hommes, qui était un sujet. Autrefois, l'année dernière, il y a 2 ans, il n'y avait pas encore eu MeToo et le balance ton port. Et c'était un sujet qui était encore un peu tapis dans l'ombre. Et on trouvait que c'était très important d'en parler. Et au final, les gens se sont intéressés et ça a fonctionné plutôt bien jusqu'à présent. Et toi? Alors moi je suis venu au street art, alors déjà je suis pas du tout artiste, mais je suis plutôt amateur et quand je suis arrivé à Paris il y a une douzaine d'années, j'ai surtout vu qu'il y en avait partout sur les murs, plein de styles différents, plein de techniques différentes. Et puis dans le cadre de mon métier au Secours Populaire, les locaux qu'on occupait étaient très tristes. Et j'ai monté une opération qui s'appelait des murs trop blancs au Secours Pop en fait. Et puis j'ai lancé un truc sur Instagram où j'ai tagué quelques artistes un petit peu au hasard. Et puis il y en a certains qui ont répondu oui, et on a commencé donc à faire intervenir les artistes sur les murs du Secours Populaire. Et puis moi j'ai toujours continué de prendre des photos, je continue encore aujourd'hui. Voilà. Et puis en fait j'en ai fait ma passion et maintenant j'en ai fait même mon métier parce que j'ai quitté le Secours Populaire en tant que salarié. J'y reste bénévole très investi, mais je le lie à mon métier. Maintenant je travaille pour une galerie en ligne. Voilà. Mais pourquoi est-ce que tu te considères amateur et pas street artiste ou artiste? Parce que c'est ma grande frustration, c'est de ne pas savoir tenir. Je sais tenir une bombe, mais je ne saurais pas quoi faire avec. Ouais, okay. Voilà, donc je préfère par contre, mon choix est plutôt de mettre en valeur les œuvres avec la belle photo, choses comme ça, et je ne fais que de la photo de rue avec un téléphone, avec un smartphone. Il faut que ça reste spontané. De la même manière, je pense qu'un artiste va intervenir dans la rue un peu plus spontanément aussi. Et du coup, tu as un compte Instagram où tu publies tes photos? Ouais. C'est Fred Vedel, fred.vedel, voilà, tout simplement. Ouais. Et l'avocate alors? Moi j'ai découvert quand j'étais ado, en fait, je faisais beaucoup de danse quand j'étais plus jeune, je me suis essayée au breakdance. C'était pas un énorme succès, mais c'était sympa. Et c'est ma prof de danse en fait qui nous a un peu montré la plus grande image, comme on dit, donc en nous parlant de rap et en nous parlant de graffiti. Et pour elle, c'était important de n'y voir, enfin pas seulement que des loisirs, mais une vraie culture, et notamment assez politisée. C'est ça qui est intéressant, et notamment quand on apprenait donc soit les gestes dans la danse, ou quand elle nous montrait des photos de graffiti. Par exemple, elle nous avait montré beaucoup de choses sur la guerre au Vietnam, et la manière dont avaient été recrutés les jeunes un peu de banlieues pauvres des États-Unis pour aller au premier... Et en fait, c'était assez intéressant, d'abord les peintures qu'elle nous avait montrées, et puis même dans la danse, je suis un peu hors sujet, mais par exemple, on fait beaucoup ce geste-là en hip-hop, et en fait, c'est pour se moquer de l'oncle Sam, qui dit « We want you for US Army ». Voilà, donc là, je suis vraiment tombée amoureuse de ce mouvement.
D'accord. Et pour l'anecdote, par rapport à la relation entre la danse, le hip-hop et le street art, il y a un artiste qui est connu qui est plutôt très connu comme danseur, qui s'appelle Buzz the Drip, et qui est aussi artiste, et qui a des traits bien particuliers avec un style qui n'appartient qu'à lui. Et il fait les deux. Et l'année dernière, il est intervenu au Scope Populaire, et il y a des fans de danse qui sont venus le voir intervenir et lui parler de danse, alors qu'il était là pour peindre, et pas du tout pour danser. Mais le groupe 93 NTM, qui était des graffeurs à la base, Ouais. Joey et Cool, il taguait Joey et Cool. Voilà. Avec Assassin, avec toute cette génération-là. Ouais, Début des années 80. Quand et je du suis coup, né. le street art, est-ce que vous considérez que c'est uniquement la peinture, enfin, ou le graphe, ou les expressions avec une bombe, ou ça peut être d'autres formes plastiques dans la rue, voilà. Comment, on va dire matériellement, est-ce que c'est aussi bien Space Invader et les collages que voilà, un mur peint? Est-ce que, ou alors qu'on dit, pour être puriste, c'est uniquement ce qui est peint à la bombe? Non, il y a plusieurs formes. Hein, en fait. Non, je pense que tu vas pouvoir mieux le raconter, mais même dans le graffiti à la base, il y avait ce débat-là entre qu'est-ce que le graffiti, qu'est-ce qui n'est pas le graffiti, et même à ce moment-là, dans les années 90, il y avait des graffeurs qui peignaient au pinceau. Et donc ils étaient mal vus, et maintenant tout le monde peint au pinceau, il n'y a pas de problème. Tout le monde fait du pochoir, tout le monde fait de l'affiche, il y en a qui font des installations avec des planches. Donc c'est large. Ouais, mais surtout dans le cadre du coup de la préparation de notre tour et de notre tour lui-même. Enfin, voilà, je mentionnais tout à l'heure par exemple, il y a un fil électrique à un moment où il y a des talons qui ont été jetés dans les airs. Comme vous voyez, parfois il y a des Converse, c'est souvent des chaussures d'homme. Bah là c'était ça, parce que c'était des talons aiguilles qui avaient été enlacés dans les airs sur un fil électrique. Et ça par exemple, c'est pas du tout ce qu'on pourrait penser être du street art. Mais comme c'est assez aussi politique, et c'est dans la rue, et c'est une forme d'expression politique dans l'espace public, nous on l'a pris comme du street art et on en parle pendant notre tour. Donc oui, en fait, il y a plein de formes de street art. Et Combo, tu m'en avais aussi parlé la dernière fois qu'on s'est vu, il y a aussi l'importance du politique quand on fait du street art. Tu disais était... Après ça c'est mon point de vue, mais il y en a beaucoup qui vont dessiner des animaux, je suis vraiment d'accord avec ça. Qui vont dessiner des animaux et qui vont avoir un rapport très, très graphique qui n'a aucun intérêt dans le message, mais ça reste, comme c'est illégal, ça reste une démarche qui est engageante parce qu'il prend un risque, puisqu'il descend dans la rue et qu'il prend la parole. C'est le fait de prendre la rue, quoi, de s'approprier un espace public et qui n'est pas destiné a priori à ce que... Parce que l'art, c'est dans les musées, c'est aujourd'hui très encadré, et le simple fait de produire un art dans la rue, c'est subversif, même si ça c'est beaucoup en partie institutionnalisé, on y reviendra, mais le geste en soi, il est politique. Quoi, en fait, il faut questionner vraiment la dénomination de l'article de loi, en fait. Tu me reprends si je dis une bêtise, qui dit en fait qu'il est interdit de dégrader un bien public ou privé, et qu'il est interdit de tracer. D'écrire. Oui, c'est de tracer des inscriptions ou des dessins sur une façade. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes, ça existe, des artistes à Paris qui ont été poursuivis parce qu'ils ont tagué à la craie. Voilà. Donc qu'est-ce qui est problématique? C'est le geste ou est-ce que c'est la dégradation? En vérité, c'est la prise de parole qui est problématique. C'est ce que je disais tout à l'heure sur... C'est vrai qu'il y a une incompréhension, ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, il y a une incompréhension sur ce qu'est le délit de graffiti finalement. Et c'est vrai que parfois on voit des individus, alors artistes ou pas, parce que finalement peu importe le contenu, mais qui sont arrêtés, voire sanctionnés, même s'il n'y a pas de dommage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préjudice causé au propriétaire de la façade qui a été, sur laquelle il a été dessiné ou poser des inscriptions. Par exemple, il y a des cas d'arrestation où on a dessiné à la craie alors que ça s'efface, donc il n'y a pas de dommage. Le procès de Monsieur Chat, ces gros chats jaunes, avec la RATP, lui, il peignait à la bombe, mais sur des murs en travaux, et ils avaient vocation à être recouverts finalement, donc pas besoin de repeindre et pas besoin d'effacer. Et il a quand même été poursuivi. Alors forcément, finalement, il y a eu un vice de procédure, donc on ne connaîtra pas l'issue.
Mais on disait, est-ce que, là, il y a eu un débat pour dire, oui, mais est-ce que Monsieur Chas, ce qu'il faisait, c'était beau? Est-ce que finalement, ça embellissait pas les couloirs du métro? Mais en fait, la question n'est pas là. C'est pas une question légale. Voilà. Puis heureusement que le juge ne nous dit pas ce qui est beau ou pas, parce que là, c'est très grave. Début des ennuis quand même. C'est un peu gênant. Et en même temps, du coup, il y a l'impression, alors peut-être qu'elle est superficielle, que c'est beaucoup plus admis aujourd'hui. On a, dernièrement, c'est le tableau de Banksy qui se vend, y compris qui se vend maintenant déchiqueté. Enfin, c'est le comble quand même. Enfin, on y reviendra aussi sur la manière dont le marché reprend aussi, c'est-à-dire l'œuvre qui devait être détruite et pour signifier quelque chose, à moitié détruite, elle est quand même encore mise sur le marché comme un produit, quoi. Donc c'est un peu mais donc voilà, il y a aujourd'hui des œuvres de street artistes qui se vendent sur les grands marchés internationaux, le marché de l'art. Donc voilà, il y a une reconnaissance quand même. Mais vous dites que la sanction, enfin, il y a toujours l'interdit, quoi. Le politique accepte une certaine partie, mais continue à maintenir l'interdit. Comment vous analysez ça, vous, ce rapport justement entre le légal, l'illégal et l'institutionnel aujourd'hui dans ce milieu? On en revient un petit peu à la définition du street art. C'est vrai qu'il y a, il y a la vraie question de l'illégalité de l'œuvre ou pas. Mais moi, je préfère donner une autre définition du street art qui est plutôt de rendre populaire un art qui est inaccessible. Vous parliez de l'art en musée, des choses comme ça. Quand n'importe quelle œuvre vient dans la rue, il devient accessible à tous. Et j'aime bien, en fait, je préfère retenir le critère de popularité plutôt que d'illégalité. C'est ma vision. Mais après, il y a quelque chose qui va avec ça, c'est le fait que j'ai aucun problème avec l'art autorisé, avec le fait que des institutions ou tel conseil syndical va même solliciter les artistes pour venir faire. Ça devient autorisé, c'est pas pour autant du non-street art parce que c'est devenu légal, parce qu'autorisé, selon moi. Et voilà, et après c'est... Mais il y a la dimension de gratuité aussi, c'est-à-dire que le fait que ce soit dans la rue, c'est accessible, tout à fait. Et il n'y a pas la barrière, y compris de l'œuvre de Banksy qui appartient maintenant à quelqu'un, et en fait, c'est presque contradictoire avec le fait que ce soit vendu, alors que le principe, c'est que ce soit accessible et du coup gratuit. Et gratuit, ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant de street art qui vendent en galerie, qui sont reconnus comme tels, qui ont une cote, et pour autant, ils continuent de poser dans la rue. Combo en est un parmi beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup se mesurent aussi comme ça aussi sur le marché. Après, c'est pas incompatible. Oui, tout à fait. Enfin, mais il y a des puristes, forcément, qui considèrent qu'à partir du moment où on est soit un graffeur, soit un street artiste, donc on peint dans la rue, donc c'est un don, c'est un musée à ciel ouvert, on ne peut pas rentrer dans une galerie parce qu'on vend son âme. J'avoue que j'ai un peu de difficulté avec ça, parce que ça veut dire que ce sont des artistes qui n'ont pas le droit de gagner leur vie. Enfin, ça pose aussi une question sur le statut d'artiste. Je pense qu'il y a surtout une question de crédibilité. C'est comment on garde sa crédibilité quand on passe en galerie, ou quand on commence à vendre des œuvres via X ou Y système. Mystique, on en parlait tout à l'heure, c'est une artiste notoire, elle vend des toiles en galerie, elle vend aussi des goodies. C'est pas non plus les mugs mystiques, et pourtant je trouve qu'elle garde une crédibilité parce qu'elle est dans la rue, elle continue à être dans la rue fréquemment. Mais légalement, elle ne fait plus si, elle ne fait plus du tout d'illégal. La plupart du temps, elle demande l'autorisation aux restaurants, etc., aux propriétaires. Elle a été sanctionnée durement. Ah oui. Ah oui. Elle a pris elle le raconte dans un très bon documentaire. Son procès. Oui. Et elle a été vraiment, et elle a dit plus jamais. Ça coûte trop cher. C'est en termes de sanctions économiques de devoir. Ah oui. Donc elle préfère finalement de solliciter l'autorisation. C'est son cas particulier par rapport à ce que tu. Et d'ailleurs c'est marrant parce que son amende avait été condamnée à une amende très élevée, et notamment parce qu'elle revendiquait sa démarche artistique en fait. Et le juge a considéré que c'est de la provocation en disant et en plus vous êtes contente, donc vous dégradez et vous insistez. Mais moi j'avais compris qu'elle continuait à faire un peu de Donc il y a quand même encore une tension, quoi, y compris par rapport à l'institution ou aux institutions qui veulent bien, des fois, quand c'est encadré et ça rentre dans une case, mais dès que ça sort un peu, l'existence même du street art ou du graffiti, mais à défaut l'institution, en vérité. En France, on a un ministère de la Culture,
qui décide quel musée, qu'est-ce qu'il y a dans un musée, qui on donne les fonds ou on donne pas les fonds. Le simple fait de faire ça, c'est qu'on fait un choix, on fait un choix politique. Et tout d'un coup, des gens qui descendent dans la rue, qui décident, bah, ça c'est beau, ça c'est pas beau. En plus, on va mettre à contribution tout le monde. Vous allez choisir. Et si l'État commence à vouloir l'effacer, on va un peu manifester. Bah, ouais, ça devient complexe. Et certains artistes vont avoir les faveurs aussi des institutions et d'autres pas du tout. Ouais, il y a ça aussi. Sans aucune Bien mesure sûr. de talent, de technique. Mais il y en a qui sont protégés, clairement, dans la rue. Qui Parce peuvent qu'elles sont aussi, reconnues. oui, parce qui interviennent encore illégalement, mais qui seront protégés par leur notoriété. Oui. Non, mais c'est comme voilà, bon, l'exemple de Banksy ou. Banksy, Enfin, ouais. Banksy, je sais pas si on dit Banksy. 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 Ou voilà, ça devient un événement en soi Ouais. quand il y en a un et tout le monde attend et presque les villes s'offrent Oui. à son art à dire venez chez nous. Ouais, c'est marrant parce que du coup il y a un aspect très démocratique en fait au final quand on parle de street art parce que déjà enfin voilà c'est accessible à toutes et tous comme on disait tout à l'heure mais aussi en fait on peut choisir les populations peuvent choisir du coup à travers la notoriété quelle œuvre quel artiste va rester quoi. Et Le vote du plébisciter, public. oui, exactement, plébisciter des artistes. Ouais. Alors, comment ça marche du coup, un peu passer derrière les murs et derrière les bombes? Vous parliez tout à l'heure de territoire, de crew, voilà, on est tout seul ou on peut être en équipe. Comment ça s'organise un peu le milieu de l'art Bah, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup Ouais. changé. Quand Les t'as commencé. histoires de crew et de graffiti, ça a vraiment plus de 10 ans maintenant. Moi, je me rappelle, il y a encore 5 ans, non, il y a encore 10 ans, quand je suis arrivé à Paris, on sortait beaucoup nombreux à coller ensemble, parce qu'il y a ce truc de partage quand même. Même si à travers ça, on devient amis, donc on colle ensemble, chacun a peut-être son personnage ou son petit collage ou son petit pochoir, mais il y avait vraiment cette donnée-là. Avec le temps, bah, les gens qui faisaient ça gratuitement, bah, ils sont attrapés par la vie, donc ils doivent prendre un travail. Certains ne vont pas en galerie, certains ne sont pas, même vont en galerie, mais ça ne marche pas. Et donc, avec le temps, bah, il y a de moins en moins de monde, et chacun est un peu de son côté maintenant. Mais il y a ce truc incroyable avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une sorte de communauté mondiale, qui fait que quand on voyage, on n'a qu'à envoyer même pas besoin d'envoyer un message, juste dire de telle date à telle date, je serai dans telle ville, et les gens viennent vers vous, des artistes locaux qui vous proposent même de dormir chez eux. Il y a vraiment ce côté un peu encore underground, un peu à l'ancienne, mais voilà où est-ce qu'on en est dans la rue. Après, les galeries, c'est autre chose. Au niveau international, je trouve ça intéressant aussi parce qu'il y a, du coup, on fait notre tour en anglais aussi. Et quand on nous trouve sur les réseaux sociaux de l'étranger, du coup, on découvre le tour Street Art and Feminism. Et il y a des street artistes, du coup, anglophones ou d'Espagne, etc., qui nous envoient leurs œuvres à coller pour pouvoir participer à leur manière au tour. Ouais. Les street artistes féministes. Après, juste pour revenir sur ce que tu disais au combo, enfin, je suis pas spécialiste de la rue, mais j'ai l'impression qu'on dit qu'aujourd'hui il n'y a plus de crew, parce que crew on entend ça comme gang et donc peut-être comme quelque chose de péjoratif, mais si juste on prend un crew comme une équipe, déjà j'ai l'impression qu'il y a quand même encore des artistes qui travaillent ensemble, et puis il y a toute cette notion de collab, et notamment parfois, un peu justement on met des personnalités ensemble pour gagner en notoriété. Oui. Alors moi, j'ai pris le comparatif par rapport au graffiti, où à l'époque on faisait des fresques, comme ça se fait encore un peu dernièrement, Black Lines, etc., qui font ça, où on vient avec 20 artistes un dimanche dans un terrain vague, tous en short, à bronzer, à faire des barbecues merguez, et on peint. Voilà, il y avait ce côté vraiment un peu ça, familial. il y a encore, alors moi, du coup, le samedi ou dimanche, sur les bords du canal, après la Villette, où il y a ici, ouais. Voilà, et en fait du coup il y a plein de gens qui repeignent régulièrement les murs et en fait voilà c'est des dizaines de personnes qui viennent là, je crois qu'ils passent la journée, il y a encore ça qui existe, encore un peu, pas assez à mon goût. D'accord. Non mais c'est l'idée de partage, donc c'était agréable. Les crews existent encore, il y a un passage de relais entre différentes générations. Alors je ne vais pas citer de crew parce que voilà, mais il y a des crews, il y a vraiment ce passage de relais s'illustre parfois de manière assez violente parce que justement il y a des jeunes qui arrivent dans ces crews-là et qui sont hyper radicaux et qui ne comprennent pas encore qu'il y ait des artistes de leur propre crew qui sont en galerie. Okay. Et on a
pu assister, j'ai des collègues qui ont assisté réellement à des échanges plus que tendus, violents, entre des vieux de la vieille, des gens qui sont maintenant pères de famille, qui ont besoin de nourrir leur famille, qui vendent des œuvres en galerie, qui sont même à l'international, hein, qui ne vivent même plus en France. Ces gens-là se sont fait littéralement et réellement, et au premier sens du terme, cracher à la gueule par les jeunes dans ces coups-là, le jour où on allait à leur rencontre, parce que les jeunes ne comprenaient pas leur démarche de devoir vendre leur art en galerie pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Pourquoi tu voulais pas citer de nom, parce que ça risque de... Oui, parce qu'en plus, après on va... voilà. Et puis en fait, c'est une sauce interne aussi, donc ça va pas être sorti sur la place publique, mais c'est des choses qui existent encore. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a différents types de toillage. Mais oui, dans le 19e, il y a un festival qui s'appelle le Festiwall, qui est organisé sur les quais du bassin de la Villette. Où, c'est au début du bassin. Entre Stalingrad et la Villette et la Géo. Et en fait, il y a plusieurs festivals d'ailleurs dans cette zone, mais le festival, j'ai le souvenir que pas mal d'œuvres avaient été toillées dans la nuit, alors de manière plus ou moins discrète. Alors tout à l'heure, je faisais mention d'un toillage où c'était carrément les 3 lettres du cron en question qui recouvraient l'entièreté de l'œuvre. Et puis il y a un autre. Alors c'était pas, il faisait à la fois en son nom personnel et au nom de son crew, mais il a inscrit son nom dans toutes les petites parties noires de l'œuvre. Donc c'était une œuvre avec plein de couleurs, avec tout ce qui était noir. Il a écrit son nom partout. De loin, c'était pas visible, de près, il avait tout abîmé. C'est aussi c'est quand le festival? Le festival, alors de souvenir, je pense que c'est au début de l'été. Je pense que c'est mi-juin, autour de mi-juin. Oui, c'est au début de l'été. On doit être à la 3e ou 4e édition, je crois. Voilà, sur le bassin. Et juste après, il y a un deuxième festival en fait. Oui, 15 jours après. Oui, 15 jours après, qui s'appelle Urk Living Colors. Et c'est organisé par qui, du coup, justement là? Un festival, le nom m'échappe, c'est une association, une galerie. Il y a la galerie The Wall 51. Ah, mais voilà. Et puis avec la mairie. Et puis ensuite, il y a le Urk Living Colors, et c'est Dacruz qui est le maître d'œuvre. Et l'instigateur, et là ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Oui, depuis des années, et puis c'est vrai qu'il est très ancré au niveau local, donc j'espère pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un peu de compétition entre ces deux festivals. Entre celui qui a le plus de légitimité dans le 19e. C'est Dacruz. Oui, non, mais celui qui a plus. Allez pas donner la réponse. Il y a eu une petite maladresse au début, mais je crois qu'elle a été réparée. Parce que le monde du street art est tout petit et tout se sait. Tout se sait. Donc on sait qu'il y a eu en fait. Après, ça se répare entre gens intelligents. Avant de revenir sur 18-19, parce que je voulais aussi revenir sur ce qui se fait localement. Qui fait du street art en termes socio-économiques, culturels, qui sont les street artistes aujourd'hui, de genre, de culture. Est-ce que c'est aussi pas simplement accessible en tant que spectateur, mais est-ce que c'est par définition ça semble être accessible à tout le monde, puisqu'il suffirait d'avoir une bombe et un certain sens. Mais est-ce que c'est une réalité dans le milieu en termes de genre, de parité, non? Alors quoi, c'est déjà pas assez de femmes? Ce que j'allais dire en termes de représentation, il y a beaucoup. C'est comme dans le monde de l'art en général. C'est la même chose. Il y a beaucoup moins de femmes, et quand il y a des femmes, elles ont beaucoup de mal à se vendre, par exemple. Il y a le syndrome de l'imposteur, en fait, cette idée qu'on n'est pas assez légitime, qui rentre énormément en jeu aussi, du coup, dans le street art, quand il est question de se vendre. Et du coup, évidemment, dans le tour qu'on fait, il y a beaucoup de femmes, puisque c'est axé égalité entre les genres. Mais oui, d'une manière générale aussi au niveau de la représentation des femmes dans le street art est parfois assez problématique, parce qu'en fait elles sont souvent représentées d'une manière objectifiée quand elles sont représentées. Généralement quand c'est par des hommes, si c'est le cas. Donc au niveau de la représentation, oui. Après oui, sur la population qui fait ça, il n'y a pas eu d'études par rapport à ça, mais bon, ça reste très ouvert. Après, effectivement, il y a eu des histoires de graffeurs qui étaient des grands ingénieurs, ou qui étaient des médecins ou des avocats, donc ça n'empêche pas. Et après, est-ce que c'est... Ouais, c'est assez ouvert, mais effectivement, ça coûte quand même de l'argent. Donc c'est un vrai frein pour développer sa notoriété. C'est un coût. La peinture. C'est quoi le capital de... ne serait-ce que le matériel de base. Le bombe de peinture, c'est au moins 3 €.
Un minimum, ouais. C'est entre 3 et 4 euros en fonction de la pour qualité. faire un mur, il faut mettre presque entre 50 et 100 euros. Quand même, ouais. Facile. Donc, ouais. Et pour les collages de la taille de ce que fait Congo, j'imagine l'impression aussi des... C'est cher, c'est cher. Ouais, c'est cher. D'accord. Ouais, Et puis t'as le risque que ce soit détruit la nuit même. Donc, En plus. Donc c'est le seul frein en fait. Ouais. Ça, Il y a quand même un petit frein économique et puis... Après, au niveau des femmes, je me permets juste de rajouter, effectivement, je pense qu'en théorie, donc c'est censé être accessible à tout le monde puisque c'est la rue. Bon, voilà, je pense que du coup, c'est forcément un peu moins accessible aux femmes parce que l'espace public est pas toujours bienveillant vis-à-vis des femmes. Après, moi, de mon expérience, j'ai l'impression que dans la rue, il y a vraiment des personnes de tous les milieux sociaux, des personnes racisées, des hommes, des femmes. Quand on entre dans les galeries, par contre, c'est un peu comme dans le reste, mais des secteurs. C'est presque pire. Ouais. Parce que dans les galeries, je ne donnerai pas les noms, mais ceux qui connaissent trouveront, mais dans les galeries récentes qui ont ouvert sur le street art très à la mode, notamment une galerie à Montmartre, il y a 26 artistes, il y a 2 femmes. Voilà, des galeries dans le 19e, il y a pareil une vingtaine d'artistes, il y a une femme. Moi, je trouve ça vraiment... Ça, c'est un vrai problème du milieu vraiment d'art. choquant. Ouais, c'est ce que je veux dire. Oui, mais là... Ça, par contre, on a des chiffres. On sait que dans les musées, ou en tout cas dans les galeries, les œuvres où on voit des femmes nues sont les portraits. Voilà, c'est 90% des portraits nus, ou en tout cas les dessins nus sont des femmes. Par contre, la présence des femmes, c'est à peu près 12 ou 13% en tant que peintre. Okay. Mais ça a évolué quand même. En tout cas, moi j'ai l'impression que dans les galeries d'art contemporain, ça a quand même évolué, il y a un effort qui est fait. Et c'est pour ça que je ne comprends pas que ce soit fait dans le street art, parce qu'en plus, une génération, il y a des gens qui ont notre âge qui devraient quand même un peu être ouverts sur ces questions-là. À méditer. Après, les événements que fait Fred, il y a beaucoup de femmes. Là, on essaye. Non, mais c'est un parti pris, mais on n'y arrive pas du tout. On est très très loin de la parité. Mais je voulais juste revenir sur le fait qu'il y a aussi des artistes hommes qui défendent la cause des femmes. Et là, je voudrais citer un artiste qui s'appelle Jérémy, qui a fait une fresque extraordinaire pour le 8 mars sur la journée des droits des femmes, qui s'est battu pour que sa fresque soit conservée. Il a eu des conflits avec le voisinage direct. Je ne sais pas où en est encore aujourd'hui la fresque. J'ai pas encore eu le temps d'aller la voir. J'espère qu'elle est encore debout. Mais voilà, il y a quand même des artistes qui... Et ce n'est pas... la cause féministe n'est pas forcément réservée qu'aux seuls... Bien sûr. C'est justement le stéréotype qu'on essaye de démystifier aussi dans notre tour. D'ailleurs, Combo, je pense qu'il est quelqu'un d'assez féministe, puisque c'est quelqu'un qui agit pour... l'égalité, qui croit et agit pour l'égalité entre les genres. Mais on a d'ailleurs une collaboration justement dans le cadre de notre tour avec un street artiste qui s'appelle LGC Lock et avec qui justement on a fait, donc lui il prend des photos et après il colle ses posters et on a fait quelque chose, un travail féministe ensemble. Donc je ne pense absolument pas du tout que seules les femmes peuvent être féministes et c'est ce qu'on défend à travers notre tour. Je vous invite à venir. Oui, je vais vous avouer que je découvre l'existence de ces tours avec l'organisation de cette émission. Alors, dans le 18 et 19, vous avez parlé de beaucoup du 19e. Enfin, je ne sais pas si, du coup, vous connaissez particulièrement le secteur. Enfin, j'imagine que oui. Voilà, quels sont les lieux. Enfin, moi, ce que je connais, il y a la rue d'Aubervilliers. Rue d'Aubervilliers... rue Riquet, il y a 19e, 18, rue Lourques, le grand rue. C'est la rue de la Cruz. Voilà. Et puis il y a à côté de 18, c'est Poissonnier, c'est entre Ordener, voilà. Ordener. Je crois que c'est ceux que je connais comme grand espace. Donc vous avez raté le passage ramé où il y a le secours populaire. On marque à des poissonniers. Il y a plus de 40 artistes qui interviennent chaque année autour de la fête de la musique. Voilà. D'accord. Et donc voilà, c'est quoi les autres spots qui... En fait, c'est ça la problématique, c'est qu'il y a très peu de murs autorisés. Ouais. Ça serait bien d'en avoir un peu plus, parce que ça permettrait... Soit dit en passant, tout à fait. Ça permet de ne pas aller peindre sur les murs de personnes qui ne le veulent pas. Ça permettrait un peu de se défouler. Et effectivement, là, il y a très peu... Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de street art et de graffiti dans le nord de Paris. Rive droite, rive gauche. On peut comprendre pourquoi ça. Voilà, il y a des gens qui ont plus de moyens pour repeindre leur bâtiment plus rapidement et faire des ravalements de façade. C'est moins haussmannien ici. Une belle peinture sur l'haussmannien, ça va le faire aussi. Et toi, t'es où? T'interviens dans tout Paris ou t'as des secteurs En fait,
si je peux donner une petite astuce, vous reconnaîtrez à peu près la personne où est-ce qu'elle habite en fonction de ce truc. Il y a un périmètre, quoi. Non, mais parce que ce qui est bien avec le street art, comme certains aiment bien le définir, c'est que c'est un peu le musée du quotidien, la rue. Donc comme on passe tous les jours dans une rue, on la repère, on la voit, on voit le mur se détériorer, on voit quand ça a été repeint par la mairie et qu'on peut intervenir sans toyer un autre street artiste. Donc très souvent, si vous voyez un artiste de manière éparse dans un arrondissement ou dans certaines rues, il est pas loin. Il travaille dans le coin. Voilà. D'accord. Moi, je suis beaucoup dans le 9e, dans le 10e, mais j'y habite plus. Ok. Dans le 2e aussi. Vous faites votre tour du coup, c'est dans le 11e. Ouais. Du coup, c'est vraiment le quartier de prédilection que je connais le mieux, donc je ne saurais pas trop dire au niveau du 18e et du 19e. Mais, 11e. Et donc, Pop rue Ramée, c'est Passage Ramée, c'est le 18e. D'accord. Mais je connais bien aussi le 13e. Il y a quand même au sud de Paris. Le 13e, un peu le 14e. Le 13e, il y a la butte aux Cailles, qui est un peu une institution pour le street art, où on intervient Mystique, notamment. On intervient peut-être toujours encore. Et il y a le boulevard Vincent Auriol. Mais là, c'est le boulevard qui suit la 6, le métro, la ligne 6, où il y a des très 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 grands muraux d'artistes internationalement reconnus qui viennent invités par à la fois le maire du 13e et une galerie qui a pignon sur rue dans le 13e arrondissement. Qui sont des spots. Il y a Montmartre. Oui, voilà, le bas de Montmartre. Je pensais au bas de Montmartre notamment, qui est pas mal graffé. Il y a beaucoup d'interventions de Codex Urbanus, qui est un artiste qui dessine en fait au feutre des animaux assez extraordinaires. Et en tout cas qui est un peu radical dans sa vision du street art, très engagé. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et il a publié un livre à la fin de l'année dernière qui s'appelle Pourquoi l'art est dans la rue, et qui est vraiment très intéressant. Qui est vraiment super sur la naissance du street art et sur les écueils du street art. En fait, il demande au public d'être un peu plus exigeant et d'arrêter de prendre en photo le moindre cœur dessiné sur un mur et de le poster avec hashtag street art. Voilà, avec un beau filtre. Et c'est bienvenu. D'accord. Il accepte cependant qu'on revoie un petit peu ses critères. Oui. De définition. Non, il n'est pas dogmatique. Non, notamment la légalité, ça. Et sur les messages, du coup, toi, t'insistais beaucoup sur revendiquer un message politique. Je défends ma paroisse, c'est normal. Voilà. En parlant ma paroisse. Ouais. Et donc, toi, c'est quel message, en fait? Non, en fait, parce que moi, j'ai une vision de la culture qui a vocation à faire le gros mot qu'on disait à l'époque, la culture pop, d'éduquer, très simplement, parce que moi, je crois que de par la culture, on peut apporter l'éducation. En tout cas, moi, j'y suis venu comme ça. Je suis venu par mes livres d'histoire, avec les tableaux que je voyais de la croix. C'est pas le français, c'est l'histoire. Voilà. Tu bien la prof d'histoire ou le prof d'histoire. J'étais très bon en histoire. Le français, j'étais bon. Il fallait mettre des images, j'aurais été bon. Et voilà, je pense qu'on peut éduquer les gens et qu'on peut faire passer des messages, comme beaucoup d'artistes l'ont fait au départ. Alors, on n'est pas obligé d'aller dans l'abstraction, certains peuvent le faire, ils peuvent faire passer des sentiments. Et voilà, à travers le street art, ça peut être un très bon outil. Moi, j'aime bien m'en servir comme ça, je fais pas que ça. Heureusement, sinon ça serait un peu chiant même moi à vivre. On peut pas être tout le temps revendicatif, énervé, en colère. On peut aussi faire des belles choses. Mais voilà, Tu peux faire les deux en même temps. On peut essayer de faire les deux. Il y a des belles choses politiques qui sont aussi pas juste de la rage ou de la colère. Ça peut être de l'espoir, de la beauté. Faire passer un message avec de l'abstrait, c'est un peu compliqué. mais voilà, moi j'y crois et c'est ce que j'essaie de faire. Et du coup, vous avez une lecture déjà politique, puisque vous revendiquez une lecture féministe. Et justement, il y a le contraste en ce que vous disiez sur les... Alors, je sais plus si c'était sur le street art en particulier ou l'art, où c'est 90% de femmes objectifiées, alors qu'il y en a peu qui le produisent. C'est produit par des hommes, quoi, en fait. Et donc, pour vous, le message du street art politique, c'est quoi? Alors, souvent, il y a un message... que vous mettez en avant dans votre... C'est ça. Souvent, il y a un message qui est explicite au niveau d'un point de vue du féminisme. Donc, Mystique, par exemple, elle a souvent des phrases assez incisives qui appellent à la libération sexuelle de la femme, notamment. Mais par exemple, si j'en viens à l'œuvre de Combo, par exemple, il y a souvent, les œuvres de Combo vont être un peu saccagées. Et la dernière fois que l'œuvre de Combo avait été saccagée, l'année dernière, il y avait un commentaire très intéressant contre la PMA. Et du coup, en fait, on va pas se servir du coup directement de l'œuvre de Combo, on va se servir de ce qui s'est passé en fait sur l'œuvre de Combo.
Et du coup, c'est là qu'on va commencer à parler du mariage pour toutes et tous et de la PMA et de ses implications politiques. Donc en fait, même s'il n'y a pas de message direct qui a été créé par l'artiste, nous, on le voit et on le crée, le message, parce que de toute façon, vis-à-vis de l'égalité femmes-hommes, il y a très souvent des choses à dire, puisque c'est un peu... Le système patriarcal existe partout. Voilà. Et vous, quels sont les messages que vous avez lus, entendus, vus, qui vous ont politiques Alors, moi, je suis un très très grand fan d'un artiste qui s'appelle EZK, qui a fait des jeux de mots plutôt bienvenus et illustrés. C'est un pochoiriste avec des marques telles que Vuitton, où il a représenté par exemple dans un seau brandé Vuitton un enfant noir. Qui est visiblement famélique et pour légende dans quel monde vit-on, des choses comme ça. Donc là, voilà, ça c'est ce type d'engagement là qui m'a parlé, et c'est d'ailleurs l'un des on va dire des plus anciens intervenants au Secours Populaire, et avec qui on a créé une vente aux enchères au profit du Secours Populaire, qui va réunir pour sa 2e édition cette année 130 artistes. Donc c'est là où j'en viens à la question de l'engagement. On a à nos côtés 130 artistes, où on a aussi pas mal sollicité de street artistes femmes pour nous soutenir, et qui s'engagent aux côtés du Secours Populaire en offrant une performance voilà. En l'occurrence, là, on va vendre des longboards sur une forme qui est unique, qu'on a fait fabriquer, et donc ça va être vendu avec des partenariats avec Agnès B, avec Arcurial, voilà, en novembre prochain. Et c'est cette forme-là d'engagement, moi, qui me touche, les artistes qui acceptent très spontanément, qui nous sollicitent même. Et on a dû refuser clairement des candidatures, y compris d'artistes que j'apprécie beaucoup, mais quand il n'y a plus de planches, il n'y a plus de planches. Donc on a refusé, on est un peu victime de notre succès, c'est très bien, mais cet engagement-là aussi me plaît. Et il y en a d'autres qui viennent sur les murs encore du Secours Populaire, voilà, qui acceptent d'avoir un tout petit bout de mur alors qu'ils sont capables de taper, pour parler vulgairement dans le langage street art, de taper des murs de plusieurs étages. Donc voilà, après c'est plus la forme de leur engagement plus que le contenu, plus que le fond qui va me plaire. Voilà. Parce que c'est souvent aussi un contenu, là vous citiez sur dans quel monde vit-on, 8 ans, c'est ça 8 ans, avec et le puis logo. Et donc il y a pas mal, souvent, enfin moi dans ce que je vois, ou peut-être c'est parce que c'est mon prisme aussi, une critique, la société de consommation, enfin voilà, des thématiques y compris très explicites et y compris très politiques explicitement, quoi. Il y a eu nous, la dernière qu'on a et qui a été effacée d'ailleurs, du coup c'est aussi un objet de débat, celle justement rue d'Aubervilliers, avec le tableau de la Croix repris avec des gilets jaunes, et je crois que quelques jours plus tard ça a été effacé. Alors on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'était du coup trop dans le moment. Donc il y a aussi cet écho-là de l'actualité qui inspire. Et est-ce que vous pensez, dans un autre sens, le street art inspire aussi la politique, ou influe, ou quelle est l'influence moi je pense encore à Banksy et le mur en Palestine par exemple, où ça a un écho, y compris politique, le fait d'aller peindre là. Est-ce que vous pensez que le street art a une influence en tant que culture, phénomène culturel, politique, ou... Bon, je ne sais pas si ça influence la politique, en tout cas je pense que ça influence les gens, c'est-à-dire que ça participe de la vie de la cité. Effectivement, moi aussi j'apprécie énormément ce que fait EZK. Ça permet de faire réfléchir, c'est accessible à tout le monde, c'est offert, ça permet de faire réfléchir. Moi j'avais apprécié une peinture de Combo avec une femme qui tenait un drapeau, et puis c'était la devise de la République, sauf que c'était pas fraternité, c'est humanité. Voilà, ça c'est un vrai propos féministe. Alors, les gens disent mais pourquoi il a remplacé fraternité par humanité, donc oui, je pense que ça a une influence. Et en tout cas, on le voit sur les réseaux sociaux aussi, avec ce qui est partagé. On voit dans les conversations des choses qui font débat. Et récemment, je voyais, donc c'était un pochoir qui, en fait, était un plagiat de
Banksy, mais assumer, c'est une petite fille qui a un ballon rouge normalement qu'elle lâche et qui s'envole. Et en fait, cette petite fille porte un gilet jaune et sa main qui est une tache rouge, comme si elle s'était fait arracher la main par un tir de LBD. Et c'est marrant les conversations que ça a amené sur l'usage de la violence. Donc oui, je pense que ça fait réfléchir et ça fait et plus largement parce qu'il n'y a pas besoin d'entrer dans un musée ou d'ouvrir un journal pour avoir une question d'actualité qui est posée. En fait, tu me permets, en fait la question elle est double. Est-ce que ça influe, est-ce que l'art peut changer le monde? Oui. Oui, la réponse est oui, en fait, si vous voulez gagner du temps, ça y est. Voilà. Comment ça fait? On a des milliers d'exemples. Il faut juste rappeler l'image de Magnum de l'époque sur cette fille au Vietnam, etc. Ça a eu un impact dans la presse. Et les œuvres aussi dans la rue peuvent avoir un impact. Je vais juste citer un de mes cas sur l'œuvre que j'avais fait qui s'appelait Coexiste à l'époque. J'avais mélangé les symboles religieux dans ce mot. Et cette œuvre a fini d'être dans la rue après être dans des musées. Maintenant, c'est dans beaucoup de livres d'éducation civique, je crois, presque une vingtaine. Donc la future génération qui va grandir dans 20 ans aura vu ce message-là. Donc s'il a un impact sur 3 personnes, c'est déjà gagné en soi. Donc oui, une œuvre, ou en tout cas une image, a un impact. Et donc le street art aussi en a. Et la dernière réponse pour le politique, oui, ça a un impact sur les politiques, puisque si on fait sans le politique, il se rapproche de la culture ou de l'artiste, ou en tout cas du discours, et va se réapproprier l'artiste, ou le mouvement, ou voilà, comme certains politiques peuvent le faire. Mais effectivement, l'art peut influencer le politique. Pas de raison. Un peu prétentieux. non, mais si, je pense que c'est... y compris, ça marque la mémoire collective, en fait, aussi. Et ça crée les discussions, et ça... Donc oui, enfin, c'est aussi le sens de parler de culture populaire et justice sociale, au sens où ça participe du débat large, du débat de société, au sens large, avec beaucoup de guillemets, parce que c'est un peu galvaudé comme terme, mais de fait c'est ça qui est fort et qui touche à la fois individuellement et collectivement les gens, quoi. Enfin, c'est pour ça que moi j'aime aussi beaucoup cet art. Moi, j'ai aussi l'impression en fait les street artistes s'engagent de plus en plus au moment des grandes manifestations. C'est mon sentiment, mais après Charlie notamment, il y avait beaucoup d'œuvres de street art qui déjà ça a fleuri, il y en avait partout. C'était là qui était attaqué aussi. Et c'était là aussi qui était attaqué, certes. Mais il y a beaucoup de street artistes qui sont positionnés. Et finalement, sur les réseaux sociaux, c'était souvent des œuvres de street art qui revenaient, qui tournaient. Et on a vu un petit peu la même chose, peut-être à un moindre degré, mais sur la marche pour le climat. Où il y a beaucoup d'artistes qui sont intervenus vers le public, et avant même que la manifestation commence, les artistes étaient intervenus la veille, certains, et ça fleurissait sur les réseaux sociaux. Je suis pas sûr que c'est quelque chose qui existait avant sur les grandes manifs, ça n'existait pas sur le 1er mai, j'ai pas le sentiment, même s'il y a une culture pochoir avec tout ce c'est les pancartes, les affiches, sur cette forme-là, mais peut-être pas dans le... Pas sur les murs. Voilà, pas dans la ville et sur les bâtiments de cette manière-là, quoi. Enfin, on affichait les affiches, alors il y a les affiches de 68, etc. Mais que ça prenne, je pense, physiquement les lieux, c'est aussi, je trouve que c'est aussi très fort politiquement, quoi, cette réappropriation de l'espace, de la ville, avec toutes les contradictions que ça a, d'être citoyen et d'exercer, ou de ne pas pouvoir justement exercer un contrôle ou une maîtrise sur l'environnement. Donc c'est vrai que c'est très fort. C'est le caractère aussi subversif qui est très fort là-dessus. Ce qui est intéressant aussi avec ce qu'on essaie de faire à travers nos tours, c'est, comme vous le dites, créer des débats. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui viennent à nos tours et qui ne sont pas féministes de base. Et qui justement, parce qu'ils ne comprennent pas forcément ce que c'est le féminisme, et ce qu'on leur explique pendant le tour, on parle des inégalités qui ne sont pas forcément évidentes pour toutes et tous. Et à la fin du tour, justement, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ah bon, en fait, j'ai compris et maintenant je suis féministe. » Non mais c'est vrai. Et en un sens, c'est comme ça. Voilà. 10. Voilà, c'est vrai. Petit à petit, les gens commencent du coup à se rendre compte que c'est une réalité et à devenir impliqués politiquement eux-mêmes pour l'égalité entre les genres.
Alors, avant-dernière question, Combo, est-ce que Combo est bankable aujourd'hui sur le marché? À combien Alors, je vais pas dire des chiffres, parce que sinon c'est pas très correct. Non, alors comment ça fonctionne? Il faut savoir que un artiste qui sort des Beaux-Arts, un jeune artiste, un jeune qui vient de finir ses études, peut être coté à partir de 1 000 € une toile. Voilà. Après, il y a des street artistes qui ont à peu près le même âge que moi, qui vendent des œuvres à 100 000 €. Okay. Je suis vraiment entre... je suis plus vers les 1 000 €. Mais, ah ouais, quand même. Mais ça coûte de l'argent, et effectivement, c'est pour ça que les galeries ne sont pas accessibles à tout le monde. Ouais. Tout le monde ne peut pas acheter des œuvres d'art. Même moi, les seules œuvres d'art que j'ai, c'est en collectionnant entre mes amis et les échanges. Ça coûte des milliers d'euros. Et après, ça dépend de qu'est-ce qu'on considère comme bankable. Si c'est vendre à des milliers d'euros, à des centaines de milliers d'euros, non. Si c'est dans des musées, oui, je le suis. Et ça me suffit, je suis très heureux avec ça. Et tu vis de ton art? Ah oui, oui. Ouais, depuis plus de 7 ans, je fais que ça, je vis de mon travail. Ok. C'est... Alors, non, ouais. J'allais dire, tu as un statut, non? Alors, effectivement, on a des problèmes de statut, chez les artistes, c'est pas très bien fichu tout ça. Nous, on cotise par la maison des artistes. Donc, il me semble qu'on n'aura pas de retraite, à part si on prend une complémentaire, un peu complexe. On a le droit, apparemment, à la sécurité sociale, avec les trucs de carence, mais apparemment c'est décalé. Il y a vraiment une matière à c'est très mal foutu. Si on est au chômage, on n'a pas de chômage. D'accord. En fait, en gros, les impôts disent de nous, les artistes savent quand ils travaillent, mais ils ne savent pas quand ils vont être payés. Voilà, c'est ça la vérité. Donc, c'est quand même assez précaire, on va dire, en termes de... C'est très précaire. C'est très précaire. Il y a beaucoup d'artistes qui vivotent, qui survivent avec le RSA. Ouais. C'est un vrai problème. Et même moi, pendant très longtemps, je vivais plus pour mon travail que je vivais de mon travail. Ouais. Voilà. Et c'est une population qui est très, très en difficulté. Et au-delà du statut précaire, je pense même qu'on peut rajouter que typiquement, les démarches avec la maison des artistes sont d'une lourdeur administrative mais effrayante, et ce qui va en plus dissuader certains artistes de s'installer sous cette forme-là, et donc de renoncer à leur art et à leur choix de vie de vouloir en vivre. La lourdeur, juste, et puis je sais qu'il y a même des artistes qui sont devenus spécialistes d'un sujet, qui vont dépanner d'autres artistes sur ces démarches-là. C'est très lourd. On note un champ de revendication. Voilà, deuxième. Non, mais c'est important aussi justement de voir comment se font les choses, ça vient pas... il me semble que les chiffres de la maison des artistes, c'est que 70% des adhérents, je crois, sont précaires. Ouais. C'est problématique. Et puis il y a tous ceux qui ne sont pas inscrits, parce que finalement, en plus, il faut payer des charges, c'est pas forcément rentable, même si on vend peu. Et si on est en dessous d'un barème au bout de 3 ans, on est déclassé, on est sorti de... D'accord. Dernière question. Quelle est votre œuvre, l'œuvre préférée, ou celle qui vous a le plus marqué? Vous avez bien donné quelques noms, mais si vous deviez en citer une, et puis une à Paris, enfin une en général, et puis à Paris, celle qu'il faut absolument aller voir à Paris. Faire des choix. Non, la première, waouh. Alors bon, non, vas-y. Juste avant que tu répondes, le problème c'est que ça ne dure pas, c'est éphémère. Oui. Donc la majorité des œuvres qui vont exister sont plus. Ouais. Donc il reste que les grands muraux qui sont financés ou qui sont faits par la mairie. Si on doit les voir, mais après il y en a d'autres. Après, je sais pas si ça peut compter pour du street art, mais il y a beaucoup de street artistes qui vont au 59 du Rue de Rivoli pour faire soit les murs, soit dans les escaliers. Et du coup, en fait, moi, je donnerais ça comme lieu de prédilection, parce qu'en fait, il y a une concentration de plein de street artistes. Donc, 59 rue de Rivoli. D'accord. Je sais pas ce que... Enfin, c'est pas ma vision, c'est pas forcément des street artistes. Voilà. C'est des artistes. Okay. Ouais. Non, pas tous, mais dans les escaliers, il y en a quelques-uns, mais c'est pas forcément la majorité. Par contre, là où je te rejoins, c'est que moi, quand j'étais enfant, je venais à Paris, j'ai pas grandi à Paris. Le souvenir que j'ai, c'est en effet la façade avec les yeux, et qui pour moi, je prenais ça pour du street art. Même si c'est pas forcément la définition, à partir du moment où c'est dans la rue, pourquoi pas.
Mais je crois à l'intérieur sont en résidence des artistes qui Oui, ne ce sont sont pas des forcément street dans la artists, rue. mais justement, quand tu montes les Les escaliers, à l'entrée, ça etc., il y a plein de. C'est C'est que que la même des. chose avec les yeux en façade. Ouais. Et du coup, quelle œuvre vous a marqué, quoi? Alors moi, alors, elle n'est pas à Paris, parce que vous avez pu, on n'a pas forcément à Paris. Moi, j'ai eu la chance récemment d'aller à Rio de Janeiro et j'ai vu une fresque de Cobra, l'artiste Cobra, qui a priori la plus grande fresque du monde, je crois. J'étais un peu surpris parce que je l'ai trouvé finalement pas si grand que ça, mais il est quand même très grand. Qu'il a créé au moment des JO, un petit peu au moment des JO, et qui faisait en fait, c'est des portraits, c'est des gigantesques portraits avec beaucoup de couleurs et de tous les différents peuples qui vivent au Brésil. Et c'était incroyable, c'était réellement incroyable. Ouais, qui prend très un petit peu. Et à Paris, moi je dirais, alors c'est plus l'effet de surprise, mais j'ignorais qu'il y avait, alors c'est sur le boulevard Vincent Auriol, c'est un grand numéro qui est encore là aujourd'hui, mais je ne savais pas en fait qu'elle était là. Et en fait j'étais juste dans le métro un jour où j'étais pas au top de ma forme, et je suis tombé sur un grand Shepard Fairey qui est dans le 13e arrondissement, qui est assez incroyable. Ouais. Et puis après, c'est plus, enfin voilà, c'est une œuvre parmi d'autres, mais ce qui marche bien en fait, je trouve, et c'est là où les réseaux sociaux jouent un rôle aussi maintenant, c'est un petit peu, avec les réseaux sociaux, on sait où sont les œuvres, on va les voir, on y va. Moi, ce que j'aime bien, c'est être surpris en fait au détour d'une rue, tomber sur un truc. Et ça arrive encore, heureusement, et ça arrive pas mal, notamment ici dans le 18e. Juste parce que la référence à Rio, ça me fait penser en fait, je sais pas si c'est une école d'Amérique du Sud, latino, des murs quoi, des murs peints. Je pensais à Diego Rivera ou ce genre de choses. Je crois que ouais, il y a une culture aussi très forte là-dessus quoi, sur les grands murs peints d'Amérique du Sud. Ouais. Une culture mise en place par le ministère de la Culture de l'époque. Qui a demandé à Diego Rivera et d'autres peintres de se mettre à faire la culture et de l'éducation populaire de par le muralisme. Et forcément, ça a un impact 30, 40 ans après. Il y a une vraie école. Et donc toi, tes œuvres oui, des œuvres marquantes. Il y en avait une très belle à Paris, celle de Vils, un artiste qui intervient en marteau-piqûre directement sur les murs. C'est un pochoir où il casse tout, c'est assez prenant. Mais après, ce que je préfère moi aussi, c'est être surpris. Donc les petits tags des voisins qui écrivent des fois des calembours, des bêtises, des trucs grossiers, ce qu'on ne voit pas sur Instagram ou sur Facebook. Donc tomber sur ça en général, ça me fait beaucoup rire. C'est ce que je préfère. Il y a un compte qui recense un peu ce que tu dis. Graffiti pourri. Graffiti pourri. Graffiti pourri. Graffiti vraiment aussi. Ah peut-être. Il doit être je vais aller regarder. La belle ville, il y en a pas mal. Ok, peut-être une belle ville. Et toi? Comment? Ah bah du coup moi j'ai parlé. Ah oui, ouais, donc c'est sûr Bon, pour peut-être l'œuvre qui me parle le plus, c'est un pochoir. Moi je suis très pochoir, mais c'est un pochoir de Banksy qui est assez simple, mais c'est un petit rat en costume qui a écrit au pinceau j'ai mis mon costume, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et ça me parle beaucoup, parce que ça questionne sur le sens de la vie, de son job. Voilà. Et après, comme dans le cadre de mon blog, j'ai interviewé beaucoup d'artistes. Il y a un travail, alors c'est pas une œuvre, mais le travail d'une artiste que j'aime énormément qui s'appelle Bobo, une grande féministe. Et en fait, elle travaille, par exemple, elle coud dans la rue, donc sur les grillages, sur le bord de l'Ourcq, elle coud le nom de femmes, des personnages publics, mais finalement un peu inconnus, un peu oubliés de l'histoire. Elle découpait aussi des petits utérus en papier qu'elle épinglait dans les arbres, comme on aurait dit des papillons. Et mais vraiment, c'est incroyable. Et du coup, elle est très documentée. Et elle m'a fait découvrir, par exemple, Françoise Héritier, qui est une anthropologue, qui explique que dans la majorité des cultures, les valeurs féminines sont plutôt défavorisées par rapport aux valeurs masculines. Voilà. Donc moi, c'est vraiment un travail qui m'a éduquée. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange très riche. Il y aura encore des heures à discuter sur le sujet. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça aura intéressé tout le monde. Ça vous aura intéressé aussi d'échanger ce petit moment qui ouvre sur la rue, sur l'art. Et
et puis que le street art fleurisse. C'est le printemps, là, donc allez, les murs vont refleurir et fleurir à nouveau. Merci à tous et à toutes. Merci à toute l'équipe, à François, Christophe et toute la fine équipe de la Circo pour avoir aidé à organiser tout ça. Et puis on se donne rendez-vous d'ici l'été. On devra essayer d'avoir une nouvelle émission de culture pop et justice sociale. Merci, bonne soirée, à bientôt. Bravo.